C'est vrai qu'au tournant des années 80-90, il y a eu une conjoncture internationale avec effectivement toute la chute du mur, l'effondrement du bloc soviétique, des mobilisations très fortes en faveur du pluralisme dans les pays du Sud, en Afrique en particulier, et des positionnements internationaux. Je pense à la France avec le fameux discours de la Bolle de François Mitterrand ou d'autres bailleurs multilatéraux qui effectivement, comme je le disais à l'instant, se sont engagés sur cette voie. Donc tout un ensemble de choses qui ont laissé penser que les facteurs extérieurs, les facteurs exogènes étaient sans doute un outil, un facteur important dans la marche vers la démocratie. Il y a eu beaucoup de travaux académiques ou d'expertise qui allaient dans ce sens-là, mais qui, me semble-t-il, ont quand même, je crois, surévaluer la portée des pressions extérieures ou des effets de contagion, des effets dominos, comme on pourrait dire, en matière de démocratisation. Le cas du discours de la Bolle de François Mitterrand à l'égard de l'Afrique francophone en particulier est tout à fait symptomatique. Ce discours a été prononcé en juin 1990, donc au moment où effectivement l'Afrique était en ébullition sur le plan politique, et on a donc voulu faire porter à ce discours une responsabilité forte dans l'engagement des pays à s'ouvrir, à s'engager sur la voie électorale, etc. etc. Or, à bien des égards, en fait, ce discours de la Bolle, en tout cas sa portée, doit être, je crois, relativisée, et on est à peu près d'accord avec les collègues sur ce point. D'abord parce que juin 90, c'est quand même un moment, même si je dis que c'était le moment des ébullitions, qui est somme toute relativement tardif dans la chronologie des changements. À ce moment-là, le Bénin, sur lequel j'ai travaillé par exemple, avait effectué l'essentiel de ces réformes. La plupart des pays en Afrique francophone étaient déjà engagés dans des mouvements de mobilisation très fortes. Bref, ce n'est pas Mitterrand qui a mis les gens dans la rue. Il n'a fait d'une certaine façon qu'accompagner ce mouvement-là. Et puis par ailleurs, et je crois que c'est quelque chose qui a été trop souvent oublié, ce discours-là, qui était un discours vraiment de la conditionnalité démocratique, qui disait au pays « allez vers la démocratie, nous vous soutiendrons », était aussi marqué d'une ambiguïté originelle. Et d'une ambiguïté qui est allée en se renforçant par la suite, à savoir, Mitterrand a dit à ses interlocuteurs, et il le répétera d'ailleurs par la suite, allez vers la démocratie mais à votre rythme, d'une certaine manière. La France n'a pas, je ne me souviens plus quels sont ces termes, la France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle, la démocratie doit s'adapter aux mœurs locales. Et cette idée d'une adaptation, si vous voulez, du paradigme démocratique à la situation locale, évidemment, laisse beaucoup, vous voyez, de possibilités pour jouer, évidemment, des calendriers électoraux, pour jouer de la nature des réformes, ce qui sera évidemment entendu 5 sur 5 par beaucoup de dirigeants africains qui s'engageront à partir de 1991, 92, 93 sur la voie de ce qu'on appellera la restauration autoritaire. L'incapacité ou l'absence de volonté de la France de faire pièce à ces processus de restauration autoritaire, le fait que la France finalement ne respecte pas sa propre doctrine en matière de conditionnalité démocratique, a très vite fait comprendre que Paris était beaucoup plus soucieux d'ordre au sud du Sahara que de réformes démocratiques, et on en voit encore l'illustration jusqu'à aujourd'hui avec par exemple l'élection tronquée au Gabon qui a été actée par l'Élysée. Dans cette phase cruciale des années 90, du passage à la démocratie sur beaucoup de continents, il y a eu donc cet engagement extérieur à soutenir le pluralisme, donc vu comme condition du développement, de la paix aussi dans le monde, etc. Et on a développé une doctrine qui était, vous le savez sans doute, celle de la bonne gouvernance. Et il y a eu une multitude de programmes qui ont été disons, engagés sous l'égide de la gouvernance bonne ou mauvaise. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au début, cette notion, en tout cas dans le discours des bailleurs, était plus ou moins équivalente à l'idée de démocratie. Mais très vite, elle a perdu une grande partie de son contenu proprement politique et démocratique pour se concentrer sur des questions essentiellement techniques, administratives, vidant ainsi en quelque sorte la notion de son
je le disais à l'instant, de son contenu vraiment politique. Et les réformes en matière de gouvernance que l'on a vu mises en œuvre donc, à grand renfort de millions de dollars de la part de la Banque mondiale, de l'Union européenne ou d'autres bailleurs, au final se sont révélées être des mesures que l'on pourrait qualifier, je dirais presque anti-politiques, hein, pour reprendre l'expression de James Ferguson, c'est-à-dire des réformes qui ont été engagées, mais qui auraient pu l'être dans un régime non démocratique, à savoir si la bonne gouvernance est d'abord et avant tout affaire de bonne gestion, de responsabilité administrative, de fiabilité de l'information, de disponibilité d'un cadre juridique favorable notamment à l'investissement, eh bien, ma foi, un régime autoritaire peut tout à fait répondre à ces critères-là sans forcément s'engager sur la voie du pluralisme politique. Hein. Et c'est bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la plupart des réformes qui ont été engagées sous ce chapeau de la bonne gouvernance ont, dans bien des cas, non pas bouleversé ou affaibli les régimes autoritaires, mais les ont au contraire confortés. Les ont confortés parce que précisément, en fait, elles étaient des réformes très dépolitisées, ne touchant presque pas en quelque sorte à la nature des régimes, mais leur donnant de nouvelles ressources pour s'adapter au nouveau contexte international, pour moderniser leur appareil de domination, pour moderniser leur appareil de coercition, je pense à l'armée évidemment, je pense aux appareils de sécurité, ou pour moderniser leur appareil d'extraction de ressources fiscales, par exemple. Hein. Et donc là, il y a évidemment une contradiction, un paradoxe majeur, si vous voulez, qui a été bien mis en œuvre, que j'ai pu observer par exemple en Ouganda, un pays où j'avais fait des recherches, qui est un pays assez intéressant à cet égard, parce que il s'agit d'un pays quand même pas forcément stratégique, si vous voulez, à l'échelle de la planète, enclavé dans cette Afrique de l'Est et des Grands Lacs, mais qui néanmoins constitue un laboratoire des politiques internationales d'appui à la gouvernance. Je crois me souvenir que dans les années 90, c'était un pays qui, à l'échelle de la planète, était peut-être au 3e rang, je crois, quelque chose comme ça, pour ce qui est des montants de l'aide internationale dédiée à la gouvernance. Derrière, je crois, la Russie, l'Indonésie, devant l'Égypte, et puis je sais quel autre pays. Donc ça vous donne une idée, vous voyez, des engagements qui ont été pris envers l'Ouganda, qui pourtant, hein, et jusqu'à très récemment, c'est-à-dire au début des années 2000, est resté réticent au multipartisme, hein, puisque l'Ouganda avait mis en place une autre forme de gouvernement fondée sur d'autres principes que le multipartisme qui était ONI. Voyez. Donc on a là un exemple assez frappant, je crois, hein, d'un pays qui a réussi effectivement à négocier des réformes avec les bailleurs de fonds internationaux qui ont conforté la position du régime en place et qui ont conforté notamment la place du secteur des militaires ou des anciens guérilleros au sein du régime sans forcément toucher à la nature même du pouvoir.